État de conscience. 339. Ce que j'entends par la zone intermédiaire, c'est que lorsque le sadhak passe au-delà des barrières de son propre mental personnel incorporé en lui, il pénètre dans un vaste domaine d'expériences qui ne sont pas la vérité physique solide limitée des choses et qui pourtant ne sont pas encore la vérité spirituelle des choses. C'est une zone de formation mentale, vitale et physique subtile, et tout ce que le sadhak forme en lui avec les forces de ces mondes, ou tout ce que ces forces forment en lui, devient pour lui pendant quelque temps la vérité, à moins qu'il ne soit guidé et qu'il n'écoute son guide. Plus tard, lorsqu'il en est ressorti, il découvre ce que c'était, et il passe à la vérité subtile des choses. C'est une marche où se rencontrent tous les mondes, mental, vital, subtil physique, pseudo-spirituel, mais où il n'y a ni ordre, ni prise. C'est un passage entre le domaine physique et le véritable domaine spirituel. 340. Le premier effet qu'a la descente des forces surmentales est très souvent d'exagérer l'ego, qui se sent fort, presque irrésistible, bien qu'il ne le soit pas, divinisé, lumineux. Lorsqu'on en a eu quelque expérience, la première chose à faire est de se débarrasser de cet ego magnifié. Pour cela, il faut se tenir en arrière, ne pas se laisser emporter par le mouvement, mais observer, comprendre, rejeter tout mélange, aspirer à une lumière et une action plus pure, encore plus pure. Cela ne peut se faire parfaitement que si le psychique passe en avant. Lorsqu'ils reçoivent ces forces, le mental et le vital, mais surtout le vital, ont beaucoup de peine à résister à la tendance de s'en emparer et de les utiliser pour les fins de l'ego, ou encore, ce qui revient pratiquement à la même chose, de mêler les exigences de l'ego au service d'un plus noble objet. 341. Pour avoir la véritable intuition, il faut se débarrasser de la volonté autonome du mental, et aussi de celle du vital, de leurs préférences, leurs caprices, leurs fantaisies, leurs exigences, et il faut éliminer la pression de l'ego mental et vital qui fait travailler la conscience au service de ses propres revendications, de ses propres désirs. Sans quoi, ce sont ces choses qui arriveront avec force et prétendront être des intuitions, des inspirations et tout le reste. Ou encore, s'il arrive des intuitions, elles peuvent être déformées et gâtées par le mélange avec ces forces de l'ignorance. 342. Les expériences supérieures ne font de mal à personne. Mais la question, c'est de savoir ce que l'on entend par supérieur. Y, par exemple, pensait que ses expériences étaient la vérité suprême. Je lui ai dit que ce n'était que des imaginations, mais le résultat a été qu'il est furieux contre moi. Il existe des imitations d'expériences supérieures dans lesquelles le mental ou le vital s'empare d'une idée ou d'une suggestion et la transforme en un sentiment, et lorsque les forces descendent, en un sentiment d'exultation et de pouvoir, etc. Il arrive toutes sortes d'impératifs, de visions, peut-être de voix. Il n'y a rien de plus dangereux que ces voix. Lorsqu'on me dit de quelqu'un qu'il a entendu une voix, je me sens toujours mal à l'aise, bien qu'il puisse y avoir des voix authentiques et qui aident. Et j'ai tendance à lui dire « pas de voix, s'il vous plaît ». Du silence, et un mental clair qui discrimine. Dans ma lettre sur la zone intermédiaire, j'ai fait allusion à cette région d'imitation d'expérience, de fausses inspirations, de fausses voies dans laquelle entrent des centaines de yogins et dont certains ne sortent jamais. Si quelqu'un a la tête claire et forte et un certain genre de scepticisme spirituel, il peut en sortir et il le fait. Mais des gens sans discrimination, comme Y et Z, s'y perdent. En particulier, l'ego intervient et fait qu'ils sont tellement attachés à leur état splendide qu'ils refusent absolument d'en sortir.
Se retirer dans la solitude donne libre cours à ce genre d'action, car cela vous fait vivre entièrement dans votre être subjectif, sans aucun autre contrôle que ce que peut vous apporter votre propre discernement. Et qu'arrive-t-il si ce discernement est faible ? C'est l'ego qui est le plus fort soutien de ces faussetés subjectives. Mais il y en a d'autres. Travailler et se mêler aux autres, avec le contact que cela amène avec l'objectif, n'est pas contre ces choses une protection absolue. Mais c'est une défense qui permet de vérifier et, dans un sens, de corriger pour rétablir l'équilibre. Je constate que ceux qui entrent dans la zone intermédiaire cherchent généralement l'isolement et la solitude, et insistent pour l'obtenir. C'est pour ces raisons qu'en général, je préfère que les sadhaks ne se retirent pas dans une solitude absolue, mais maintiennent un certain équilibre entre le silence et l'action, l'intérieur et l'extérieur. 343-344 Dans la sadhana, l'expérience commence forcément sur le plan mental. Tout ce qui est nécessaire, c'est qu'elle soit saine et authentique. Les deux premiers agents du yoga sont la pression de la compréhension et de la volonté dans le mental, et dans le cœur, une impulsion émotive vers Dieu. La paix, la pureté et le calme, avec un assoupissement des agitations inférieures, sont précisément les premières fondations qu'il faut poser. L'obtenir est au début beaucoup plus important qu'avoir un aperçu des mondes supraphysiques, ou des visions, des voies, des pouvoirs. La purification et le calme sont dans le yoga les premières nécessités. On peut sans eux avoir une abondance de ces expériences, monde, vision, voix, etc. Mais comme elles se produisent alors dans une conscience troublée et non purifiée, elles sont généralement pleines de désordre et de mélange. Au début, la paix et le calme ne sont pas continus. Ils vont et viennent. Et il faut généralement longtemps pour qu'ils s'installent dans la nature. C'est pourquoi il vaut mieux éviter toute impatience et poursuivre fermement ce qui se fait. Si vous voulez obtenir quelque chose de plus que la paix et le calme, que ce soit la pleine ouverture à l'être intérieur et la conscience de la puissance divine qui œuvre en vous. Aspirez-y sincèrement, avec une grande intensité, mais sans impatience, et cela viendra. 345. Tant que l'adhara n'est pas pure, ni la vérité supérieure, intuitive, illuminée, spirituelle, ni le surmental, ni le supramental ne peuvent se manifester. Les forces qui en proviennent se mêlent à la conscience inférieure, et c'est la semi-vérité, ou même une erreur dangereuse qui prend la place de la vérité. 346. Les expériences particulières que vous avez sont des aperçus de ce qui doit être, de ce qui croit et se prépare, et elles aident à y préparer la conscience. Il n'est donc pas surprenant qu'elles changent et soient remplacées par d'autres. C'est ce qui se produit généralement. En effet, ce ne sont pas ces formes-là qui doivent se perpétuer, mais l'essence de la chose qu'elles amènent. Aussi, ce qui doit maintenant se développer, c'est le silence, la quiétude, la paix, le libre vide dans lequel les expériences peuvent venir, un sens de fraîcheur et de relaxation. Lorsque cela aura pris pleinement possession de la conscience, autre chose y viendra qui est aussi essentielle à la conscience vraie et qui s'y fixera. C'est généralement ainsi que cela se passe. Il n'y a donc rien d'étrange à ce que ces formes d'expérience cessent et soient remplacées par d'autres. 347. Je ne mets aucunement en doute l'intensité personnelle ou le caractère concret de vos expériences intérieures. Mais des expériences peuvent fort bien être intenses et néanmoins très mélangées dans leur vérité et leur nature. Dans votre expérience, votre propre subjectivité et les impulsions de votre ego s'immiscent beaucoup et leur donnent leur forme, et aussi l'impression qu'elles créent en vous. C'est seulement s'il y a réaction psychique pure que la forme donnée à l'expérience a des chances d'être la forme juste. Et alors, les mouvements mentaux et vitaux
se présenteront dans leur vraie nature. Sinon, le mental, le vital et l'ego donnent à ce qui se produit leur propre coloration, leur propre tour, et très habituellement leur propre déformation. L'intensité n'est pas dans une expérience une garantie de vérité et d'exactitude complète. Seule la pureté de la conscience peut assurer une vérité et une exactitude complète. 348. Même des expériences qui sont imaginées, mais imaginées honnêtement, peuvent aider à la réalisation mentale, et celle-ci peut être un pas en direction d'une réalisation totale. 349. La raison pour laquelle il y a ces alternances dont vous vous plaignez, c'est que c'est la nature de la conscience. Après une courte période à l'état de veille, elle éprouve le besoin d'un peu de sommeil. Au début, les périodes de veille sont souvent courtes et le sommeil long. Ensuite, les deux s'égalisent peu à peu, et plus tard, les périodes de sommeil sont de plus en plus courtes. Une autre cause de ces alternances lorsqu'on reçoit des expériences, c'est que la nature a besoin de se refermer sur elle-même pour les assimiler. Elle peut éventuellement en accueillir beaucoup, mais pendant que l'expérience se déroule, elle ne peut pas bien absorber ce qu'elle en reçoit. Et c'est pourquoi elle se ferme pour les assimiler. Il y a une troisième cause qui intervient dans la période de transformation. Une partie de la nature change, et pendant un temps, on a l'impression que le changement a été complet et permanent. Puis l'on est déçu de constater que la période de transformation a cessé et qu'elle est suivie d'une période de sécheresse et d'abaissement de la conscience. C'est parce qu'une autre partie de la conscience se présente pour être changée. Et alors commence une période de préparation et de travail derrière le voile qui semble inéclairée, ou même pire. Ces choses alarment, déçoivent ou intriguent le sadhak dans son impatience et son ardeur. Mais si on les accepte tranquillement, et si l'on sait comment les utiliser ou adopter l'attitude juste, on peut aussi faire de ces périodes non éclairées une partie de la sadhana consciente. C'est ainsi que les rishis védiques parlent de l'alternance du jour et de la nuit qui tous deux allaitent le divin enfant. Ce que vous ressentez dans la tête est probablement la première descente consciente dans le corps de la force divine. Ce que vous ressentez dans la tête est probablement la première descente consciente dans le corps de la force divine qui vient d'en haut. Jusqu'à maintenant, elle doit avoir œuvré en vous de derrière le cœur, sans que vous vous en rendiez compte. Si la concentration se fait naturellement dans la tête, il faut laisser faire. Mais il est possible qu'elle ait été préparée par une concentration antérieure dans le cœur, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'interrompre cette dernière, à moins que la force qui œuvre en vous n'insiste sur la seule concentration supérieure. 350. Être un récipient vide est une excellente chose si l'on sait comment utiliser ce vide. 351. Si c'est un véritable vide, on peut y rester pendant des années. C'est parce que le vital est agité et plein de désirs, donc non vide, que la situation est telle que vous la décrivez. Le mental physique n'est pas au repos non plus. Si les désirs étaient rejetés, l'ego moins actif, le mental physique au repos, la connaissance venant d'en haut, remplacerait les stupidités du mental physique, le mental vital pourrait être calme et paisible, et la force de la mer se chargerait de l'action. La conscience supérieure commencerait à descendre. C'est là ce qui doit être fait suite au vide. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.